Bonjour Nejib. Bonjour. On se rencontre aujourd'hui pour évoquer Swann, votre bande dessinée qui vient de paraître aux éditions Gallimard. C'est un tome 1, donc on va y revenir. Mais Swann, c'est cette héroïne qui est sur la couverture. On est en plein Paris, 1859, une époque que vous vouliez aborder graphiquement. C'est une époque qui vous intéresse particulièrement? En fait, c'est plutôt le phénomène de la naissance de l'art moderne qui m'intéressait. Et c'est comme ça que j'ai redécouvert le 19e siècle, qui était en fait une période qui ne m'intéressait pas trop. Et en l'explorant, en fait, j'ai vu que c'était un moment extraordinaire, notamment en France, puisque c'est le moment où Paris est entièrement détruit et reconstruit par Haussmann, et où il y a toute cette ébullition artistique qui va donner dans quelques années ce qu'on appellera l'impressionnisme. Alors Swann, cela dit, c'est une héroïne, c'est une peintre, et c'est pas si simple d'être peintre et femme à cette époque-là. C'est même presque interdit, c'est-à-dire que depuis que la bourgeoisie du Second Empire a pris le pouvoir, la France produit énormément de peintres, mais c'est un milieu extrêmement machiste, extrêmement misogyne. Et il est très rare de voir une peintre faire carrière. Il n'y en a qu'une à l'époque qui s'appelle Rosa Bonheur, mais elle peint des animaux, des petits chiens, des choses comme ça. Il faut rester... faut pas marcher sur les plates-bandes des hommes. Et donc elle, son rêve secret, c'est d'intégrer l'école des beaux-arts qui est interdite aux femmes. C'est ça, c'est-à-dire qu'elle elle est la sœur de son frère. Lui va intégrer les beaux-arts, donc elle rêve évidemment de suivre ses pas, mais a priori c'est interdit. Alors, en fait, ce que j'ai découvert, c'est que c'est pas tout à fait interdit, c'est-à-dire que l'usage fait qu'une femme ne doit même pas se poser la question. À l'époque, une femme, notamment de la bourgeoisie, doit à 25 ans être mariée et s'occuper du foyer, des dîners mondains de son mari. Et si elle a une pratique artistique, c'est vraiment pour agrémenter sa vie, du piano, des petites aquarelles jolies, etc. Mais il n'est absolument pas question qu'elle fasse carrière dans un monde qui est réservé aux hommes. Donc, mais Swann est obstinée et surtout elle est extrêmement talentueuse. Donc il y a pas mal de tensions avec son frère. Et c'est la cousine d'Edgar Degas qui lui a bien compris l'affaire. Il sait que sa cousine est peut-être aussi douée que lui en termes de dessin. Oui, j'allais y venir. Effectivement, c'est la cousine de Degas. Donc on va croiser Degas, on croise Manet, on croise là, les grandes figures de la peinture de l'époque. C'est-à-dire qu'il a fallu aussi les retrouver. J'imagine que graphiquement, il fallait aussi que ça ressemble. Vous êtes parti des portraits originaux? Alors je suis parti de... Moi j'utilise pas beaucoup la photo pour les portraits. Il y a beaucoup d'autoportraits de Degas de cette époque. Et comme il est sans concession, on voit son caractère, on voit l'homme qu'il était, c'est assez extraordinaire. Il a aussi des portraits, il se faisait des portraits entre peintres. Donc il y a Puvis de Chavannes qui a fait un super portrait au crayon de Degas étudiant. Donc on le voit avec son chapeau mou, il a l'air un peu mou comme ça, comme un ado qui n'a pas encore fini sa croissance. Donc je me suis beaucoup inspiré de ça. Et puis Degas, il a fait beaucoup d'autoportraits, il a beaucoup été peint et dessiné par ses amis. Et ce qui est intéressant, c'est que le dessin, quand on regarde bien, les photos de l'époque sont très posées, très léchées. Et en fait, on a l'impression que par exemple Manet est à chaque fois une personne différente. Or, dans les dessins, il y a quelque chose d'essentiel. On voit plus le caractère de cet homme-là, c'est-à-dire très séduisant, assez bravache. On sent qu'il est... c'est vraiment le Parisien dandy qui est très sûr de lui, quoi. Pour revenir à Swann, notre héroïne, je disais qu'elle ne pouvait pas intégrer les beaux-arts et du coup elle va aller au Louvre. À l'époque, il y a beaucoup d'artistes, peintres, qui vont au Louvre reproduire finalement les images de l'époque pour s'entraîner. Ouais. Et donc là, c'est là qu'elle va rencontrer notamment d'autres artistes peintres, hommes pour le coup. Oui, tout à fait. En fait, la vraie école française de peinture à l'époque, que ce soit pour les modernes, pour les académiques, pour les romantiques, pour tous, c'est le Louvre. C'est-à-dire la France avait déjà la chance d'avoir peut-être le plus beau musée du monde. Et tous les peintres, quels qu'étaient leurs bords, se retrouvaient là-bas pour copier les maîtres, pour savoir, vraiment pour apprendre la peinture. Et du coup, en termes dramatiques, c'est vraiment très utile parce que Paris était en fait constitué pour les hommes des arts et des lettres. C'était quelques lieux en fait emblématiques. Donc évidemment les beaux-arts pour les peintres, mais le Louvre, et puis quelques cafés, quelques bistrots, l'opéra. Et en fait, tout ce petit monde-là se connaissaient par cœur. Vous-même, vous n'avez pas fait les beaux-arts, mais les arts déco. Oui. Et vous êtes plutôt graphiste, directeur artistique dans une autre maison d'édition que Gallimard. Vous multipliez les choses. Et à côté, vous avez publié déjà des livres jeunesse avant de vous lancer dans la bande dessinée. C'est votre deuxième livre de bande dessinée. C'était un parcours évident pour vous d'arriver à la BD? En fait, initialement, je me dessinais à la bande dessinée, c'est-à-dire que j'ai toujours adoré la bande dessinée. Je faisais des bandes dessinées adolescents. Et en fait, je pense que ça a inspiré aussi quelque part l'histoire de Swann, parce que je me suis heurté aussi à une forme d'académisme.
C'est-à-dire que quand je suis rentré aux arts décoratifs et que j'ai présenté mon dossier, bien que j'ai été pris, j'ai passé le concours, l'académisme de l'époque, c'était plutôt les graphistes. Donc ils ont regardé mes planches, ils ont dit « Ah, tu veux faire des petits Mickey ». Donc il y a cette violence comme ça, qui, je pense, qui existe toujours dans les écoles d'art. Peut-être maintenant il faut faire autre chose. Plutôt que de pousser un étudiant à se découvrir lui-même, quel que soit le médium, il y a toujours des cases comme ça dans l'enseignement, chez les maîtres d'aujourd'hui. Et du coup, pendant les arts déco, j'ai totalement abandonné la bande dessinée qui était très très mal vue dans cette école. Et c'est revenu petit à petit quand je suis sorti de cette école, que j'ai travaillé dans l'édition jeunesse, donc j'ai toujours gardé ce contact avec le dessin. Et la bande dessinée est revenue petit à petit comme ça. Et je pense qu'une des sources en fait de mon intérêt pour cette époque, c'est aussi questionner l'académisme, les rigidités d'une époque par rapport à l'esthétique, ce qu'on doit faire, ce qu'on ne doit pas faire. Avec l'idée qu'évidemment il faut laisser les artistes libres de développer des idées, leur choix, quoi. Ça, on voit vraiment donc, cette histoire de l'art, l'histoire de Paris, les grandes soirées parisiennes, toutes ces figures de l'aristocratie qu'on peut créer, parce que Swann, elle vient d'une famille riche, donc eux ils ont les moyens, ce qui n'est pas le cas toujours de certains peintres qu'elle croise, qui sont un peu des crève-la-faim. Enfin, c'est pas, voilà, vous mettez un peu en scène le Paris de l'époque, enfin de l'époque de façon plus générale, quoi. Oui, tout à fait. Il faut bien voir que cette révolution artistique, elle a été possible parce que la plupart des peintres étaient des grands bourgeois. Ça veut dire que Manet et Degas, notamment, n'avaient pas besoin de travailler, n'avaient pas besoin de vendre de tableaux pour pouvoir développer ce qu'ils faisaient. Et du coup, socialement, c'était assez difficile parce que la plupart ce qu'on appelle les peintres académiques étaient de classe sociale plus basse, parce qu'eux, ils étaient fils d'artisans, etc. Donc, ils avaient cette notion d'artisanat, de travail bien fait, etc. C'est ce qui les a aussi bloqués dans le développement de la peinture à l'époque. Or, les grands bourgeois comme Manet, Degas, pendant des années, c'est ce que je montre dans cette bande dessinée, dans le tome 2, on le verra comme ça, il travaille dans son coin sans rendre compte à ses parents, il ne veut pas aller au salon présenter ses tableaux, il a ce luxe. Juste, le salon, c'est l'endroit où il fallait être, c'était l'endroit où on présentait ses œuvres, il fallait être choisi et élu. On ne pouvait pas devenir peintre sans passer par le salon, c'est-à-dire c'était le seul moyen d'exposer son travail et d'avoir une clientèle, d'avoir des commandes, il fallait avoir des médailles, enfin c'était un système très balisé. Et donc Degas et Manet avaient ce luxe de pouvoir travailler sans se dire quel sera mon salaire à la fin du mois ou ce genre de choses. Et c'est évidemment une des raisons sociologiques qui ont permis l'émergence de cette nouvelle peinture. Dans ce livre-ci, Negib, vous faites tout, le scénario, le dessin, les couleurs, vous maîtrisez votre œuvre du début à la fin. C'est un tome 1, vous êtes parti sur... c'est un tome 2 en deux tomes ou c'est plus encore? Quel est votre projet sur cette série-là? Alors là, on est parti sur 3 tomes. On veut s'arrêter au fameux salon de 63, c'est celui où Manet présente le déjeuner sur l'herbe, qui va faire un immense scandale, et on va créer le salon des refusés, donc un salon parallèle. Alors moi j'ai construit ça comme un feuilleton. J'espère que si le succès est là, si ça fonctionne bien, en fait j'aimerais raconter beaucoup plus, c'est-à-dire continuer après 63, et j'aimerais faire vieillir mon personnage, c'est-à-dire qu'à 50 ans, il y aurait un jeune Pablo qui arriverait d'Espagne dans les années 80, enfin voilà. J'aimerais explorer tout ça, mais toujours au travers d'une vraie fiction. C'est pas du biopic, c'est pas un documentaire. Moi j'aime beaucoup le feuilleton romanesque du 19e et je m'inspire beaucoup de ça dans la structure du récit. Écoutez, vraiment à suivre, moi j'ai adoré ça, vraiment je recommande, c'est un vrai coup de cœur. Bravo Negib. Merci.